Je suis toujours avec Jules Torres, sénateur de Verts, et Régis Le Sommier nous a rejoint. Bonsoir Régis Le Sommier. Bonsoir Pascal. Je suis très heureuse de vous recevoir en plateau. Grand ça va devenir sérieux là. Ouais, ça va devenir très sérieux. Grand reporter, auteur de l'ouvrage Qui est le diable, l'autre ou l'Occident aux éditions Max Milo. Alors je voudrais que, on attend évidemment que Vladimir Poutine prenne la parole. On suivra ça en direct sur Europe 1 dès que le leader russe s'exprimera. Moi je voudrais qu'on commente avec vous peut-être la réponse ce soir qui me fait sourire, peut-être vous aussi, du porte-parole du Kremlin, qui traduit les mots de Vladimir Poutine, l'ultimatum qui a été lancé par les Européens. Donc je rappelle, un cessez-le-feu de 30 jours, dès lundi, sur mer, en terre, dans les airs. Moscou répond, nous allons y réfléchir, ce n'est pas la peine de nous coller la pression. Je la fais simple, mais c'est ça, franchement. C'est quoi, c'est un camouflet? Comment faut-il interpréter cette réponse, Régis Le Sommier? Mais surtout, il faut l'interpréter à l'aune d'une précédente réponse qui avait été faite, elle, directement par Vladimir Poutine. On l'a un petit peu oublié, c'était le 3 mars dernier, vous savez, quelques jours après l'humiliation de Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Alors à l'époque, Trump était beaucoup plus proche de Poutine. Depuis, il y a une certaine distance qui s'est faite. Mais à l'époque, Vladimir Poutine avait dit le cessez-le-feu, la proposition de 30 jours, nous sommes d'accord, mais avec quelques nuances. Et le problème, c'est que depuis, on discute de ces nuances, en fait. Si vous voulez, ces nuances, elles sont quand même de taille. Il y a la question, la Russie ne veut pas, qu'on lui mette la pression, mais a-t-on les moyens de lui mettre la pression? C'est ça la vraie question. Mais la réponse est non. Si, Emmanuel Macron menace de sanctions économiques, mais ce sera jamais suffisant. On sait très bien que voilà, on a essayé, on a tout fait. Et comme le disait d'ailleurs le Washington Post, intéressant, écrivait hier pour commenter le défilé militaire de Moscou. Il disait le défilé militaire de Moscou a marqué une victoire pour Poutine que l'Occident avait cherché à isoler. C'est clair. Donc ce défilé avec Xi Jinping, comment Modi, comment Lula, 20 chefs d'État, etc., etc. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut faire comme pour pressurer la Russie? Pas grand-chose, en réalité. Le problème, c'est que la Russie, sur le principe du cessez-le-feu, peut éventuellement, elle a fait des mini cessez-le-feu. Il y a d'abord 24 heures à Pâques. Il y a eu ensuite 3 jours. Là, on vient d'avoir 3 jours de cessez-le-feu, à peu près respecté, on va dire. Mais 30 jours, elle considère que l'Ukraine va en profiter pour se réarmer, pour préparer une nouvelle offensive, pour souffler, tout simplement, parce que l'Ukraine est à bout au niveau du front. Tous les jours, les Russes prennent des villages. Aucun village n'a été pris depuis près de 6 mois par les Ukrainiens. Donc la tendance sur le terrain, elle est clairement en faveur des Russes, et ça c'est un vrai problème. Et de l'autre côté, les Russes, on se dit pourquoi finalement ils s'arrêteraient maintenant, et bon, ils ont des choses quand même à gagner. Mais, attendez, Régis Le Sommier, juste, je me permets de vous couper. Selon vous, est-ce que demain, un cessez-le-feu, l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu est envisageable? Non. Non, je pense que c'est illusoire pour les raisons que je viens de vous décrire. Mais il y a quand même une chose qu'il faut quand même noter. On dit Donald Trump voulait arrêter la guerre en 24 heures. Ensuite, il a dit ça prendra un peu plus de temps. Et puis là, on sent qu'il s'est quand même désengagé de cette promesse, même si elle est toujours là. Mais il a quand même laissé un leg colossal. Et je vais vous le dire, j'ai retrouvé une citation d'Emmanuel Macron lors de ses vœux le 31 décembre 2022. Emmanuel Macron a annoncé qu'il fallait continuer à aider l'Ukraine sans faillir jusqu'à la victoire. Olaf Scholz, encore récemment, a fait à peu près les mêmes propos en disant nous aiderons l'Ukraine jusqu'à ce qu'il y ait jusqu'au bout. En fait, on a complètement abandonné ce discours. C'est-à-dire que on est dans un discours où il faut gagner la paix. C'est-à-dire, on est dans un discours qui s'inscrit dans le projet de paix de Donald Trump. Alors, il a peut-être pas abouti ce projet de paix. Donald Trump en prend peut-être sa distance aujourd'hui, mais néanmoins, tout le monde parle de paix. Donc c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Et effectivement, ça place les Russes dans une idée que finalement, il y a que vous qui ne voulez pas la paix, in fine. Donc c'est pas idiot Et puis les Européens cette fois-ci, à la différence des semaines qui se sont écoulées où ça a été quand même très très dur de présenter un front uni. Là, on voit bien, il y a 4 représentants des pays européens, mais il y a ni Giorgia Meloni, il y a ni Viktor Orban. On sait que
Robert Fico, président slovaque, pays de l'Union européenne, faisait partie et s'est rendu au défilé du 9 mai avec Vladimir Poutine hier, et qu'il a été reçu par le même Vladimir Poutine. Donc, est-ce qu'on peut considérer que l'Europe parle d'une seule voix? Ce n'est pas vrai. Donc, mais néanmoins, on a 4 des puissances les plus militairement dotées et qui ont, on va dire, l'imprimature de Donald Trump, puisque Donald Trump s'est rallié au plan de paix, au projet de cessez-le-feu de 30 jours. C'est au départ les Européens qui avaient émis cette idée, et Donald Trump l'a reprise, et on a vu aujourd'hui d'ailleurs, bon, il y a une photo où on voit les leaders en train d'appeler Donald Trump après leur réunion depuis Kiev. Donc symboliquement, c'est intéressant, mais symboliquement seulement. On ne voit pas, comme je l'ai dit, les moyens que pourrait avoir l'Europe, et ni même les États-Unis aujourd'hui pour renforcer la pression sur Vladimir Poutine. Donc on est dans une négociation qui se fait évidemment entre Américains et Russes, parce que ça, on l'oublie. Non mais c'est ça. Elle n'est pas. Donald Trump a laissé les Européens. C'était un petit spectacle de marionnettes, mais en fait c'est lui qui tire les ficelles derrière. C'est lui qui tire les ficelles derrière, et c'est lui qui a déployé avec la Russie quelque chose de jamais vu, c'est-à-dire qu'ils sont en train de parler de l'Arctique, ils sont aussi en train de parler du nucléaire iranien. Les Russes, évidemment, ont accentué ces dernières années leur aide à l'Iran. Donc, ils ont maille à partir, évidemment, avec ce qui est en train de se passer. Donald Trump va effectuer une tournée aussi au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, et on sent que, quelque part pour les Américains, l'Ukraine, c'est un peu secondaire. Oui, ça, et Donald Trump l'avait laissé entendre depuis un petit moment. Juste une question sur les Européens. Il demande un cessez-le-feu sous menace de sanctions demain. Vous nous dites, et on comprend très bien à travers les mots du Kremlin ce soir, qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu demain. Les Européens vont devoir quand même tenir la face. Ça veut dire quoi? C'est qu'on va enclencher des sanctions économiques contre Moscou et que c'est reparti pour un tour, Régis Le Sommier? Non, ce qu'on pourrait éventuellement, si Moscou faisait des efforts, c'est lever des sanctions économiques. Parce que les Américains ont pris des sanctions économiques comme jamais contre la Russie. Les Européens en ont pris comme jamais contre la Russie. Il y a eu des paquets et des paquets de sanctions économiques. On sait que les sanctions économiques des Européens font plus de mal à l'économie russe que celles prises par les Américains. Donc de ce point de vue-là, il y aurait peut-être une manière d'influer. Mais le problème, c'est qu'après que les Européens aient tout fait pour faire gagner l'Ukraine, on voudrait désormais imposer la paix à la Russie, avec toujours aussi peu de moyens de pression. On peut dire, ah oui, on va remettre un tour de vis, mais en réalité, on le voit bien, sur le terrain, l'Ukraine est très faible. L'Ukraine continue à tenir, il n'y a pas mais l'Ukraine tient toujours, et je le rappelle, par les Américains. Les Américains ne se sont pas désengagés. Donc il est encore une fois illusoire d'imaginer que les Européens, au stade où ils en sont aujourd'hui de leur militarisation. Vous savez, on parle effectivement on vient de signer un traité, le traité de Nancy avec la Pologne, pour étendre possiblement la dissuasion jusqu'aux frontières de la Russie, on va dire. Il y a ça qui est sous-jacent, mais surtout ces traités bilatéraux qui ont été conclu entre la France et l'Ukraine, entre la Grande-Bretagne et l'Ukraine. Tout ça est en train de se mettre en place dans la perspective justement de rehausser notre potentiel militaire. Mais notre potentiel militaire, il va pas se rehausser en 2 mois. Il va se rehausser en 5 ans, en 10 ans. Et aujourd'hui, face au défi de venir au chevet de l'Ukraine pour potentiellement remplacer les États-Unis, évidemment, c'est totalement illusoire. Les Russes le savent, les Américains le savent, et on sait qu'aujourd'hui, on essaye justement de se raccrocher au plan de Trump, après l'avoir beaucoup critiqué, parce que c'est un plan de paix, et l'Europe aujourd'hui a arrêté ou a mis un peu sous silence ses velléités de continuer la guerre, comme ça avait été un peu dit. Alors on sait qu'Emmanuel Macron, c'est toujours pas très clair, veut toujours envoyer des troupes, Keir Starmer aussi, mais bon, tout ça paraît quand même... Troupes, ça veut dire quoi, envoyer des troupes? On va pas envoyer des Français combattre sur le sol ukrainien. Non, mais puis surtout, c'est un casus belli pour les Russes, et c'est une manière de dire, ça a été dit plusieurs fois par Dimitri Medvedev, mais même par des gens, même par le porte-parole du Kremlin, qui a une position, on va dire, plus modérée. Ça veut dire que l'OTAN rentre en guerre contre la Russie. Qu'il y ait des troupes françaises ou des troupes britanniques de nations membres de l'OTAN en Ukraine,
affirmées, avérées, eh bien, bon, elles y sont de façon clandestine aujourd'hui, mais si elles y sont de façon affirmée, et pas dans le cadre voilà, comme ça, eh bien, ça considère, les Russes considéreront qu'il s'agit d'un casus belli. Ils ont dit, nous n'accepterons comme force de paix en Ukraine pour observer le cessez-le-feu que des forces venant de pays neutres. Voilà. Donc pas la France. On a vraiment le sentiment, je me pose des questions sur la puissance que nous avons. On va parler d'Emmanuel Macron dans un instant, effectivement, qui a tenu sous secret sa présence à Kiev. C'était la deuxième fois qu'il s'y rendait depuis le début de la guerre. Ça fait 3 ans qu'il ne s'y était pas rendu. Emmanuel Macron, quel rôle le chef de l'État a-t-il? On va tirer aussi les conséquences dans un instant de cette photo de famille des Européens, tout en sachant et en écoutant ce que vous dites, Régis Le Sommier. C'est-à-dire que c'était une jolie réunion sur le papier, le président Zelensky entouré des leaders européens. Tout ça pour quoi faire? Oui. Pas grand-chose. Non, mais on va en parler. On va en parler dans un tout petit instant. Oui. Nous sommes toujours avec Régis Le Sommier dans ce studio, avec Jules Torres, avec Nathan Dever. Je voudrais qu'on parle évidemment de ce sommet de Kiev, après avoir parlé de la réponse de la Russie ce soir. Chers auditeurs d'Europe 1, si vous nous rejoignez, Vladimir Poutine dit en substance, en réponse à l'ultimatum qui a été lancé par les Européens, écoutez, c'est une proposition que nous allons étudier, mais c'est pas la peine de nous coller la pression. Il dit ça ce soir, hein, donc il prend ça effectivement avec beaucoup de distance. Moi, je voulais savoir quelle image cela peut-il renvoyer de nous, alors les Français, bien sûr, les Européens. Gros sommet à Kiev aujourd'hui, autour du président Zelensky. On ne savait pas si Emmanuel Macron allait y aller en présentiel. Il y avait tous les plus grands leaders européens qui étaient là. La photo de famille est extrêmement forte. Des grandes décisions sont prises. Et puis là, ce soir, ça retombe comme un soufflé. Régis Le Sommier, vous nous avez expliqué que rien, en fait, ils ne feront rien contre la Russie, même si la Russie n'applique pas le cessez-le-feu. C'est quand même, là, je sais pas, mais même pour l'image d'Emmanuel Macron, bon. Oui, cette réponse russe qui est oui, peut-être, on verra, qui est effectivement assez. Ça fait un peu, vous êtes très gentil. Très désinvolte. Merci beaucoup. Ouais, désinvolte. Exactement. Et elle s'inscrit dans les grandes phrases des autocrates russes célèbres. Quand on parlait du Vatican à Staline, il disait le Vatican combien de divisions. Là, j'ai l'impression que Vladimir Poutine dit les Européens combien de divisions. Quand on voit la démonstration de force qu'il a faite hier sur la place Rouge et aujourd'hui ce qui est venu. Je vais être très dur, mais je sais pas si vous partagez ce sentiment, on a l'air ridicule. Je dis pas. Je dis pas qu'on est ridicule. Mais pas ridicule, mais un peu. Regardez, enfin un peu au bout du carrosse, plus que ridicule. Pardon. Cocu, trompé. Ah bon, cocu, Nathan Dever, pourquoi? Hier, j'ai l'impression que Poutine aujourd'hui est fort pour 2 raisons. Et ça reprend mon mot un peu vulgaire. La première raison, c'est que hier, il a réussi à rassembler un certain nombre de pays de ce qu'on appelle, c'est un concept très discuté, moi je suis pas fan de ce concept, mais le Sud global, des pays qui ne sont pas alignés sur l'impérialisme américain, des pays qui sont issus de la décolonisation ou du tiers-monde, voilà, et qui réclament un monde plus multipolaire, ce en quoi ils ont raison de réclamer un monde multipolaire. Mais qui, contestant l'impérialisme américain parce qu'ils le trouvent abominable, c'est le cas de Monsieur Lula, par contre n'ont aucun problème à venir s'aligner, à venir serrer la main, à venir ramper devant Vladimir Poutine, qui est l'incarnation d'un impérialisme autrement plus agressif que l'impérialisme occidental ou européen aujourd'hui. Ça, c'est la première raison d'une forme d'infidélité, de déloyauté. Et Monsieur Lula, j'aimerais juste pointer là-dessus. Lula, aujourd'hui, est une forme d'icône pour la gauche européenne, pour la gauche occidentale. Il faut voir que sur la guerre en Ukraine, par exemple, il a tenu des positions qui sont aux antipodes des nôtres. Et la deuxième raison pour laquelle nous sommes, je trouve aussi, j'emploierai le même terme, c'est que, alors vous avez retracé, Régis, l'histoire très complexe de la relation aujourd'hui entre Trump et Poutine, mais je crois quand même que quand il est revenu au pouvoir, Donald Trump a fait un geste symbolique très fort, qui était d'employer le mot de dictateur sur Zelensky et pas sur Poutine, et qui était d'employer le mot de belliciste essentiellement sur Zelensky, et de dire publiquement à un des 2 protagonistes en question, à savoir à Zelensky, que c'était lui qui jouait avec des centaines de millions de vies et qui jouait avec le risque d'une 3e guerre mondiale.
C'était une manière d'imposer un narratif consistant à dire, dans cette histoire, c'est plutôt l'Ukraine qui provoque la Russie plutôt que l'inverse. Ce qui est pas Il a un peu changé d'avis, là. factuellement. Il a un peu changé de discours. Même s'il a changé de discours depuis, je crois que le fait qu'il ait mis cette musique-là, ça fait que Vladimir Poutine se sent doublement renforcé dans la situation. Mais c'est possible, non, Régis Sommier, vous êtes d'accord? Oui, mais c'est la manière de Trump que Trump a de faire. Tout le monde, enfin personne, je pense actuellement n'a véritablement totalement les codes pour comprendre ce vers quoi Donald Trump veut aller. Mais comme on pourrait évoquer ce cessez-le-feu entre le Pakistan et l'Inde qu'il aurait négocié, dont il se targue d'avoir. Bon, ça n'a pas duré longtemps le cessez-le-feu, semble-t-il. Oui, enfin j'ai quand même vu des déclarations des uns et des autres. Le cessez-le-feu n'a pas tenu. Voilà. Alors, mais en tout cas, Trump bombarde dès le début. Il fonctionne à coup d'uppercut. Et ensuite, après, il y a toujours une manière de dealer, c'est-à-dire il y a toujours une manière de revenir en arrière. Et on peut dire que il y a eu cette image de Zelensky humilié à la Maison Blanche, et puis aussi l'image de la discussion entre Trump et Zelensky dans la cathédrale Saint-Pierre de Rome au moment de la mort du pape, où là il y a une forme de compréhension. Et depuis, d'ailleurs, Donald Trump, sans dire des mots élogieux vis-à-vis de Zelensky, a quand même substantiellement modifié son point de vue sur la question la phrase prononcée dans l'avion du retour de la basilique Saint-Pierre, où Trump dit en gros, Poutine est un peu en train de me prendre pour un con. Bien sûr. Mais je pense que donc de ce point de vue-là, Trump est toujours fluctuant. D'ailleurs, ça désarçonne beaucoup de ses adversaires, beaucoup de ses alliés aussi, puisque finalement, s'il y a cette proposition de paix aujourd'hui, je le disais en début d'émission, c'est aussi parce que Trump a martelé cette paix, sinon on n'en parlait pas, sinon personne n'en parlait, et que là, aujourd'hui, les Européens vont au chevet de l'Ukraine, se déplacent à Kiev, font ce voyage très long en train, les 4 leaders pour venir apporter leur soutien à Volodymyr Zelensky. C'est dans le cadre de l'obtention pour contraindre Poutine à faire un cessez-le-feu. On n'est plus dans une idée de continuer la guerre. Vous nous dites que ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Si, parce que l'idée de la négociation, elle est là. Maintenant, si les Russes, les Russes ont des objectifs sur le terrain. Les Russes ont dit, nous voulons les 4 oblasts, la totalité des 4 oblasts. Actuellement, ils progressent dans pas mal de secteurs. Peut-être que, alors, est-ce que s'ils obtiennent ce qu'ils ont, moi je ne crois pas que les Russes veulent de l'ouest de l'Ukraine, veulent prendre Kiev aujourd'hui. Je pense pas que ça fasse partie de leurs objectifs. Les objectifs, ils les ont partiellement atteints. Aujourd'hui, je pense que il y a la question de l'OTAN. Je pense qu'ils ont gagné sur l'OTAN. Il y a pas mal de points quand on y réfléchit. Simplement, ce qu'ils ont peur, c'est qu'on leur serve un Minsk 3, c'est-à-dire sans garantie de sécurité de leur point de vue, que l'Ukraine, qu'il fasse un cessez-le-feu et que l'Ukraine puisse se réarmer. C'est ça la question qui agite les Russes. Ils ont la dynamique sur le terrain. Pourquoi s'arrêter si le camp d'en face en profite pour se réarmer, conduire une offensive par la suite? C'est là-dessus que ça va. C'est vraiment le nœud sur lequel les négociations peuvent se faire si les Russes sont convaincus que finalement les choses vont s'arrêter là et que l'Ukraine ne va pas se réarmer. Ça fait partie des choses qui, dans l'objectif de Vladimir Poutine, qui n'a pas changé depuis février 2022, il y avait la démilitarisation de l'Ukraine, il y avait l'abandon des projets de rejoindre l'OTAN. Je pense que sur la question de l'OTAN, tout le monde est à peu près d'accord. Là encore, on n'est pas à l'abri de nos surprises. Les États-Unis pourraient aussi quitter l'OTAN, c'est aussi quelque chose qu'on entend. Donc tout est, je veux dire, on peut arriver à un accord. On peut arriver à un accord. Mais quoi qu'il arrive, l'Ukraine a perdu. Non mais c'est clair. En tout cas, elle ne gagnera pas la guerre. Mais non, mais elle a perdu. L'Ukraine a perdu. Nos frontières de l'Europe ont bougé et on est là. Même Emmanuel Macron a évolué sur cette question et moi, c'est de l'abandon des territoires. Mais c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est quand même que, et c'est ce qu'a dit Régis, c'est comment voulez-vous que les Russes et même les Américains ne soient pas désinvoltes quand ils voient, les changements de pied
permanent des Européens et d'Emmanuel Macron, avec des postures extrêmement bellicistes la première année. C'est vrai. Ces ministres qui disent qu'ils vont faire plier l'économie russe, Emmanuel Macron qui annonce possiblement qu'il laisse miroiter l'envoi de troupes, et puis ensuite 3 ans plus tard qui parle dans un langage très différent. Donc c'est évidemment très compliqué d'avoir une constance sur ce sujet-là, mais quand on est Vladimir Poutine, quand on est Donald Trump et qu'on regarde ces gens-là parler et leurs multiples revirements, eh bien ils peuvent se poser des questions et être même persuadés de ce qu'ils font. Bon, alors Nathan Devers. Très brièvement, je crois qu'il y a aussi une autre morale de l'histoire, c'est qu'un pays aujourd'hui qui est allié de Donald Trump est un pays qui est en danger, si c'est un pays qui dépend de l'Amérique, comme vous l'avez expliqué, pour sa sécurité militaire. Et je crois qu'il y a une nation qui est en train de le découvrir très sérieusement, c'est Israël. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais je fais partie des gens, et on était minoritaires, qui disaient dès le début que Trump n'était pas un allié d'Israël. Et quand on nous disait ça, tout le monde nous disait qu'on était fous et qu'on était complètement utopique, etc. Là, la rupture Trump est manifeste, est en train, et je le dis ça, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais on était très peu à le dire. Trump est en train de lâcher Israël, c'est-à-dire de faire exactement à Netanyahou ce qu'il a fait à Zelensky, sans faire une scène publique devant des caméras, mais sur le fond des choses, il fait la même chose. Vous avez mentionné le fait qu'il venait au Moyen-Orient bientôt, il a exclu Israël. La paix avec les Houthis, il l'a fait en excluant Israël. L'ambassadeur américain aux États-Unis a dit ça. L'accord avec les Iraniens, les négociations avec les Iraniens se fait contre la volonté évidemment d'Israël. L'accord avec l'Arabie Saoudite, une clause a été enlevée. Israël n'a plus besoin de normaliser, enfin l'Arabie Saoudite n'a plus besoin de normaliser sa relation avec Israël pour passer cet accord. Et évidemment, le dernier point, Trump a dit qu'il ne voulait plus avoir de relations avec Netanyahou, qui a voulu le manipuler, etc. Donc, c'est vraiment la preuve que Trump n'est pas un allié pour des pays qui sont en position de fragilité. Et c'est très important pour les prochaines années. Je peux conclure avec une seconde, Régis Le Sommier, une seconde. De Henry Kissinger, le grand Henry Kissinger, qui disait il ne fait pas bon être ennemi des États-Unis, mais c'est encore pire d'être ami des États-Unis. Oui, non, mais c'est vrai, vous avez raison, c'est très bien résumé. C'est Kissinger qui le disait. Incroyable. Voilà. Incroyable, comme quoi rien n'a changé, l'histoire se répète. Merci infiniment Régis Le Sommier d'être venu en studio. Jules Torres et Nathan Devers, vous m'abandonnez. Merci, vous allez nous jeter surtout. Bah non, mais pas du tout, je vous en prie, moi je voudrais que vous restiez. Non, je vois qu'il y a Sarah Salman après, ça m'intéresse pas. Ah, on l'adore. Merci beaucoup. À vous tous, on va se retrouver dans un tout petit instant pour le journal de 20h, la météo bien sûr, et je vais recevoir Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers après. C'est pas un accident, enfin je veux dire, c'est une personne qui a foncé délibérément sur un sapeur-pompier volontaire ce matin. C'est un drame barbare, vous avez raison Nathan Devers. On va en parler dans un tout petit instant, à tout de suite sur